Regardez, aujourd'hui je vais vous proposer une interview exclusive avec cette autrice, Virginie Badelski, qui est donc psychosexologue. Et je vous assure que dans ce livre, vous allez pouvoir découvrir des merveilles qui vont pouvoir aider plein de femmes à s'épanouir dans leur sexualité. Bonjour Virginie Badelski. Bonjour Virginie. Bonjour. Voilà. Bonjour Sandra. Je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé ton premier ouvrage. C'est ça. Avec grand plaisir. Ça signifie qu'il y en aura certainement d'autres. J'espère. En tout cas, moi je le souhaite vivement parce que c'est un magnifique ouvrage qui s'intitule donc Vivre une sexualité épanouie grâce à la méditation de pleine conscience. Ça annonce un beau programme tout ça. Dis-nous comment tu en es arrivé à écrire un ouvrage sur cette thématique-là. Parce que tu as choisi, j'ai bien lu, tu as choisi de t'adresser dans un premier temps pour ce premier ouvrage aux femmes. Tout à fait. Ça a été un cheminement quand même. J'ai toujours rêvé, entre guillemets, d'écrire des livres. Et c'est grâce à ma découverte de la méditation d'un point de vue personnel d'abord, par ses bienfaits par rapport à moi, mes difficultés personnelles, que j'ai commencé à m'intéresser de près à la méditation. Et grâce aussi au Dr Sesnek, qui m'a fait découvrir la pleine conscience. Et de là, en fait, j'ai trouvé ça tellement pertinent et ça m'apportait tellement de bonnes choses que j'ai souhaité en fait me former à la fac de médecine pour pouvoir après accompagner les personnes que je rencontre en cabinet pour pouvoir les aider dans leurs difficultés au travers leurs troubles et leurs dysfonctions dans leur vie intime et leur sexualité. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas en faire un livre en fait. Et donc j'ai choisi d'abord de m'adresser aux femmes parce que, dans un premier temps, parce que je suis une femme, et donc c'était peut-être plus facile dans un premier temps à m'adresser à elles. Ensuite, parce que au travers de mes études, à travers tous mes mémoires, j'ai souvent fait un focus sur le féminin. Et donc je me suis dit, ça serait bien de commencer par là. Et j'espère, si ce livre a un public, pouvoir après le proposer aux hommes aussi. Waouh, magnifique programme à venir aussi. Bon, très très bien. Effectivement, Jean-Christophe Sesnek, le docteur Jean-Christophe Sesnek a donc fait la préface de ton livre. Pourquoi c'est à lui que tu as demandé d'effectuer cette préface, d'écrire cette préface? Ça s'est fait naturellement en fait. J'ai parlé de mon projet de livre et puis il m'a glissé très délicatement le fait que pourquoi pas, il serait partant pour me faire la préface. Et c'est surtout un expert et un médecin pour qui j'ai beaucoup de respect dans son travail. C'est quelqu'un qui est plutôt original. Pour un psychiatre, il fait la thérapie du clown, il fait la thérapie acte, il fait la méditation, il est sur Petit Bambou, depuis pas longtemps il fait du théâtre, il est vraiment très engagé, il fait de la fanfare, c'est un psychiatre original, donc j'avais envie pour ce premier livre, d'être accompagnée par quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et qui, je trouve, fait un travail pertinent, que ce soit au niveau du public qu'avec ses patients. D'accord, voilà. Très bien. Donc, une expérience de pleine conscience dans ton travail personnel, une formation en sexologie qui fait qu'aujourd'hui, tu es devenue psychosexologue. Qu'est-ce que c'est une psychosexologue? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est au thérapeute, qui accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur sexualité. Alors ça peut être des personnes individuelles, ça peut être des couples, et donc on accompagne, on a une prise en charge au niveau des plaintes des femmes, au niveau des plaintes des hommes, tout ce qui est problème de désir, des difficultés de plaisir, des troubles de l'érection, des troubles de l'éjaculation, des troubles au niveau de l'orgasme, des dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs au niveau des zones génitales, un petit peu tout, c'est très complet et c'est très intéressant. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir psychosexologue? Ah, la question. En fait, c'est un cheminement aussi.
C'est un cheminement. J'ai toujours été, depuis très jeune, intéressée par la question de la sexualité, tant d'un point de vue de la sphère personnelle, mais aussi d'un point de vue plus sociétal. J'ai toujours été intéressée par l'impact des mots de la société sur l'impact de l'individu à travers sa sexualité. Et c'est après un long travail thérapeutique aussi, parce que j'ai l'intime sensation que être sexologue très jeune, je suis pas certain que ça a vraiment du sens. Je pense que c'est un long cheminement personnel d'abord et thérapeutique aussi, d'avoir fait vraiment un travail sur soi pour pouvoir accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés dans la sexualité, parce que la sexualité aussi c'est multidimensionnel, donc ça touche toutes les dimensions de notre existence et du coup je pense qu'il faut avoir fait un travail sur soi et puis avoir quand même une certaine expérience pour pouvoir le mieux possible pouvoir accompagner les difficultés des personnes que l'on rencontre. D'accord. Donc c'est à quel âge que tu as décidé de sauter le pas ? J'ai eu un virement après 30 ans. Alors j'ai repris mes études parce que j'avais fait déjà pas mal d'études dans un autre domaine. Et puis ça a commencé d'abord par un blog. J'ai d'abord fait un blog parce que j'ai fait de la rédaction, j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai travaillé un petit peu dans la communication, dans les médias. Et puis à un moment donné, j'ai voulu faire un blog qui s'appelle La Renarde et j'ai interviewé des femmes en fait qui travaillaient autour de la sexualité. Mais ça pouvait être des réalisatrices, des artistes peintres, des écrivaines, des scientifiques. Donc je me suis focalisée à faire des interviews pour que les femmes donnaient la parole aux femmes autour de la sexualité, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue intellectuel. Et puis c'est là que j'ai eu vraiment le déclic, comme je voulais reprendre des études, et je me suis dit mais en fait voilà, pourquoi pas faire de la sexologie. Et puis je me suis, c'est marrant parce que je me suis rendu compte en ayant le déclic que quand j'étais très jeune au lycée, pour rigoler, des fois quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus âgée, je disais sexologue, mais j'avais même pas conscience en fait de ce métier. Excellent. Quel âge as-tu aujourd'hui ? J'ai 44 ans. 44 ans, magnifique. Et ce livre est sorti déjà au grand public ? Oui, ça y est, il est sorti au mois d'octobre, ça y est. D'accord, très très bien. Comment tu as amorcé cette rencontre entre la sexologie, la pleine conscience, pour en faire finalement, je comprends bien un peu une méthode qui t'est propre, c'est ça ? Tu as vraiment créé quelque chose qui apporte énormément à tes patientes ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que lors de ma formation à la fac de médecine, j'ai appris la pleine conscience d'un point de vue global. On n'a pas du tout fait de la sexualité, de la sexologie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que ça pouvait s'intégrer dans la prise en charge avec les personnes que je rencontrais. Et puis, alors j'ai pas inventé, mais je me suis inspirée de ce qui existe déjà, d'un point de vue global, c'est-à-dire les programmes de MBCT et MBSR, des programmes de stress et des programmes au niveau des thérapies comportementales et cognitives adaptées à la pleine conscience. Et puis au travers de ces protocoles, j'ai essayé de l'adapter à la sexualité en fait, à ma manière, à ma sauce. Et du coup j'ai créé des petites expériences qui j'espère accompagnent au mieux les personnes qui rencontrent des difficultés. Et je trouve que en clinique ça se passe très bien et ça aide vraiment les personnes qui rencontrent des difficultés. Oui, justement tu écris au début de ton livre que ton souhait en écrivant ce livre, c'est de célébrer le désir et le plaisir des femmes grâce à une approche consciente, non mécanique, non archaïque de la sexualité, pour que chacune puisse devenir actrice de sa sexualité et non plus spectatrice. Qu'est-ce que tu entends par actrice, spectatrice ? Alors, tu fais bien de parler de ce point parce que c'est un peu le focus central finalement de mon livre. En fait, dans la méditation de pleine conscience, on apprend
deux notions qui est la notion du mode faire et le mode être. Et en fait, ces deux modes où dans le mode faire, on est plus dans l'attente d'objectifs. On est dans un esprit fixe en fait, où on est là, on est en train de penser, ok, je vais focus sur des objectifs, sur des attentes, et donc on est un peu dans une posture de jugement sur soi, parce qu'on est dans l'attente de quelque chose, et de jugement sur l'autre. Et ce qui se passe, c'est que l'être, c'est complètement l'opposé. Il n'y a pas d'objectif, et c'est là l'être, la pleine conscience, la pleine présence. Et ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans l'expérience de l'instant présent, dans le mode être. Et dans la sexualité, en fait, voilà, c'est un mode qu'on apprend, des concepts qu'on apprend dans la pleine conscience, que j'ai en fait transféré dans la sexualité, dans le mode actrice ou spectatrice de sa sexualité. Donc quand on est spectatrice de sa sexualité, on est dans le mode faire du sexe en fait, parce que on est happé, on est dans des attentes d'objectifs, souvent focalisés sur je veux avoir un orgasme par exemple, et en fait on est dans souvent happé du coup par nos pensées qu'on appelle des pensées parasites. Et c'est là en fait quand on se retrouve dans cette posture de spectateur-spectatrice où on n'est plus en train de faire l'amour, d'être dans l'échange sexuel et d'être en train de vivre l'expérience sensorielle érotique, mais on est en train de faire du sexe. Ouais. Et du coup, comme je l'explique avec les personnes que je rencontre, je leur prends toujours l'exemple vous êtes comme une petite souris en train de vous voir faire du sexe, mais vous n'êtes pas en train de vivre l'expérience sexuelle. Et ce qu'on retrouve, c'est que ce focus attentionnel qui est le mode être, eh bien, il est essentiel pour vivre une sexualité sensorielle épanouie en fait. Et quand on se retrouve la plupart du temps dans le mode spectateur-spectatrice, c'est là où on rencontre des difficultés dans sa sexualité, parce on est dans ses pensées, on est dans cette angoisse de performance, dans cette peur de l'échec, et donc dans cette attente de résultats et d'objectifs, de quelque chose en fait, et on n'est plus dans l'expérience sensorielle à l'instant présent. C'est très intéressant, ça me rappelle ce que j'entends moi également en consultation vis-à-vis des patientes qui me disent voilà, elles sont en difficulté dans leur sexualité, alors que ce soit du manque de désir, qu'elles appellent souvent je n'ai pas de libido, ou tout simplement le fait qu'elles aient effectivement des douleurs ou pas de sensation de plaisir pendant la relation sexuelle. Et il y a quand même une idée qui revient souvent, c'est oui, j'ai plutôt l'impression qu'on fait comme dans le pornographique. Et du coup, effectivement, elles me décrivent tout ce à quoi elles pensent. Oui, mais s'il me demande ça, ou si ma partenaire me demande ça, c'est comme le film qu'il ou qu'elle a regardé. Et donc, justement, tu parles beaucoup dans ton livre de ces pensées qui nous enlèvent de notre moment présent, c'est ça ? Exactement, oui. C'est dans ma première consultation, quand je rencontre des patients ou des patientes, en fait, voilà, je leur explique, j'ai un petit schéma à ma sauce, en fait, pour leur expliquer la dynamique de la sexualité. Et il y a notamment cette notion dans la société, on utilise souvent le mot lâcher prise, mais ça peut être, voilà, être actrice, être la capitaine de sa sexualité. Et du coup, cette notion de pensée, elle vient justement interférer dans le fait d'être actrice et capitaine de sa sexualité. C'est-à-dire qu'on va être happé par ses pensées. Alors, on a tous des pensées. C'est un peu aussi une des fonctions du cerveau, c'est de produire des pensées, voilà. Et même quand les grands moines, les méditants, ils ont aussi des pensées, mais leur capacité à revenir à l'instant présent fait la différence, en fait. Cette gymnastique cognitive fait que, voilà, on peut être acteur, actrice et pas spectateur. Et cette notion de pensée, elle est essentielle, en fait. Elle est essentielle dans l'expérience sensorielle et sexuelle, parce que si on est happé par nos pensées, eh bien, on n'est plus dans le mode être dans la sexualité. Et aussi, elle est essentielle parce que ces pensées, quand elles sont trop parasites et qu'elles sont envahissantes et qu'on est happé par elles, on va fusionner avec elles. Donc, on va penser que ces pensées, c'est la réalité. Et du coup, elles vont participer à un jugement, à une dépréciation de soi et à plein d'expériences difficiles et désagréables. Ok.
Donc, quelque part, ce que tu nous invites à faire, c'est à ne penser à rien. Pas du tout. Non, pas du tout. La pleine conscience, c'est pas du tout ça en fait. La pleine conscience, c'est simplement avoir un accueil différent des pensées en fait. C'est de vivre l'expérience différemment. C'est-à-dire qu'on accueille les pensées sans les juger, sans les analyser. Et en fait, petit à petit, à force de pratique, ces pensées, elles vont plus avoir du tout le même impact sur nous d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire que il ne faut pas, au contraire, c'est pas l'expérience de lutter contre ces pensées, c'est simplement les accueillir sans les juger, sans les analyser. Et même dans l'expérience érotique sexuelle, si elles arrivent, c'est simplement ne pas être happé par elles et ne pas penser que ces pensées, c'est une réalité factuelle en fait. Donc, si je reprends par exemple l'exemple de la patiente que j'ai eue semaine dernière et qui me dit voilà, moi dans ma sexualité, franchement, j'attends que mon partenaire finisse. Bon, des fois, je fais même la liste des courses. Qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette patiente ? Alors, ça va se faire par toutes petites étapes en fait. Donc, j'ai une pratique de la philosophie du plus petit pas possible. Donc, on y va par tout petit pas pour arriver à faire de grands pas. Donc, je vais l'encourager par d'abord de commencer à découvrir la pleine conscience hors contexte sexuel. Ça va lui permettre petit à petit de changer sa gymnastique cognitive en fait. Donc de ne plus être happé par ses pensées justement et qu'elles viennent dans sa sexualité la perturber, la parasiter. Donc c'est de petit à petit apprendre à avoir un rapport différent à ses pensées. Donc à travers des petites expériences sensorielles de pleine conscience, d'un point de vue formel et informel. Donc il y a plusieurs pratiques dans la pleine conscience. Et d'apprendre à s'ancrer dans son corps. Parce que le meilleur moyen de ne plus être happé par ses pensées aussi, c'est d'être ancré dans son corps. Donc l'ancrage dans le corps, il peut se faire de différentes manières. Par un focus attentionnel qui peut être la respiration, qui est le focus le premier dans l'expérience de la méditation quand on commence, ou à travers différentes focus ça peut être les sensations corporelles, ça peut être les émotions, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que tu appelles ancrage ? Tu peux peut-être expliquer à ceux qui sont un peu moins proches de ces pratiques. L'ancrage, c'est le fait d'être dans la sensation, dans le corps, dans l'instant présent. Donc l'ancrage, ça peut être, par exemple, vous êtes assis, vous avez les pieds posés par terre, c'est ancrer, c'est sentir ses pieds toucher le sol. L'ancrage, c'est sentir sa respiration dans l'instant présent. C'est vraiment ressentir le corps dans l'instant présent, dans l'expérience du moment présent, en pleine présence. Donc finalement, on pourrait tout à fait comprendre que si on n'est pas présent dans notre corps, on ne peut pas non plus bénéficier de sensations qui pourraient être présentes lors d'une relation sexuelle. Tout à fait, c'est exactement ça. Et on s'en rencontre dans les difficultés du désir hypoactif. Souvent, les femmes ou les hommes sont déconnectés de leur corps et finalement, ils ne ressentent pas les sensations. Et on sait que le désir, il se nourrit aussi d'expériences passées agréables, de plaisir en mémoire. Donc, si soit on ne ressent rien, ou soit on ressent des sensations désagréables, ça ne va pas favoriser l'envie de recommencer. Donc du coup, si on n'est pas connecté à son corps et à son ancrage et à ses sensations, ça va être difficile de développer la conscience des sensations de son corps qui peuvent être... Parfois, ça peut être désagréable aussi ou agréable, mais d'être en tout cas dans l'instant présent, de ressentir son corps, ça va pouvoir permettre de développer quelque chose d'un point de vue sensoriel déjà. Et ensuite, c'est grâce à au fait d'éveiller, de développer sa sensorialité qu'on va basculer vers la sensualité. Et c'est grâce à cette sensualité qu'on va pouvoir développer son désir, son plaisir, etc. D'accord, mais que se passe-t-il si la pensée qui vient dit « Ah, mais j'ai mal » Tout à l'heure, tu parlais de la dyspareunie, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le fait de revenir dans le corps ne va pas... finalement créer plus de douleur ? Alors non, je pense pas. Je pense que, il y a des études en méditation pleine conscience, en sexologie, et notamment sur les troubles, les dyspareunies, etc., qui ont été faites aux États-Unis et au Canada. En fait,
c'est surtout la lutte contre une émotion, contre une sensation qui va amplifier l'expérience de la douleur et de l'émotion désagréable en fait. Donc plus on accueille l'expérience difficile, douloureuse, la sensation, l'émotion, plus elle va s'apaiser en fait. C'est le fait de lutter en fait qui est le plus douloureux et le plus difficile et qui augmente l'expérience de la sensation douloureuse ou de l'émotion difficile. Donc tu veux dire que si on est connecté à notre corps en pleine conscience, a priori ça devrait diminuer cette douleur-là ? Alors, ça permet déjà de l'accueillir, c'est déjà une chose, de ne plus être en lutte avec elle. Ça va pas annuler la douleur au début, mais en plus il faut avoir les informations sur d'où vient cette douleur. Donc c'est important aussi. Moi je travaille en réseau avec des médecins, avec justement sur la douleur, je travaille avec des dermatologues spécialisés dans les pathologies vulvaires pour les femmes. Je travaille avec des kinés, je travaille avec des médecins, des gynécos, etc. Donc il faut d'abord, quand il y a douleur, il faut quand même aller vérifier d'un point de vue organique qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même la première chose à faire, je pense. Et puis, avoir un accompagnement à côté, voilà, qui est sur le sensoriel, sur la pleine conscience de « Ok, on vit l'expérience, on accueille qu'est-ce qui se passe au niveau de la douleur, d'aller ressentir. Et moins on est en lutte avec elle, moins l'expérience douloureuse va être intense. Et donc, à travers une prise en charge pluridisciplinaire, on va pouvoir apaiser les douleurs. Et c'est pas simplement le fait d'être en pleine conscience et qui va apaiser complètement la douleur. Il faut quand même aller vérifier, voilà, d'un point de vue organique et faire un travail à la fois mécanique, anatomique avec une kiné, faire un travail si besoin organique avec un médecin, et puis l'accompagnement à côté psychologique, thérapeutique et sensoriel avec nous les sexologues, psychosexologues. Effectivement, tu nous as bien présenté voilà, ton métier de sexologue, les techniques, le travail pluridisciplinaire. Finalement, on parle de pleine conscience, mais on parle aussi de méditation. Est-ce que ça signifie Alors que pendant ça s'appelle la méditation de pleine conscience. D'accord, parce que finalement, la méditation, on a aussi tous et toutes des représentations. Il y en a qui pensent que c'est de penser à rien, d'autres que c'est de ne pas bouger, d'autres c'est... Qu'est-ce que c'est finalement qu'un état méditatif ? Qu'est-ce que c'est que la méditation en tant que telle ? Alors, effectivement, on a tous plein d'idées, de croyances autour de la méditation de pleine conscience. Il y a deux façons de vivre l'expérience au niveau de la méditation. Il y a l'expérience qu'on appelle formelle et l'expérience qu'on appelle informelle. L'expérience formelle, alors juste avant, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, donc la méditation de pleine conscience, c'est un état d'être qui est le fait de porter attention sur le moment présent, sur l'expérience qui se déploie au moment présent, sans jugement et sans analyser. Donc on est complètement présent, on n'est pas en train de partir dans des... On est complètement présent à ce qui se passe dans l'instant présent. On est conscient donc, on est conscient ? Parce que des fois on se dit mais quand je médite, je perds le sens de la réalité. Non, c'est pas comme l'hypnose où on est dans un état modifié entre je suis complètement réveillée, je suis à moitié endormie, une espèce de crépuscule. Non, on est pleinement présent à ce qui se passe dans l'expérience de l'instant présent en fait. Et donc cette méditation de pleine conscience, elle peut s'explorer soit d'une manière formelle ou d'une manière informelle. Ça veut dire quoi ? D'une manière formelle, c'est se poser, s'asseoir, s'allonger et essayer de focaliser sur qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent, mais d'un point de vue immobile en fait, quand on est posé et qu'on essaye de vivre un moment, posé. Et alors il y a plusieurs écoles, quand on l'apprend d'un point de vue thérapeutique, eh bien, il y a une espèce de posture à avoir, il y a le dos droit, il y a le détendre le corps, etc. Et puis, il y a d'autres écoles qui ne focalisent pas forcément sur une posture et simplement se poser et essayer de vivre l'expérience présente. Donc ça, c'est l'expérience formelle. Et l'expérience informelle, c'est de mettre de la pleine présence dans sa vie
à travers des activités, ça peut être en marchant, en se lavant, en se prenant soin de soi, en jardinant, en faisant plein de choses du quotidien, mais en la vivant en pleine présence, en pleine conscience. Manger, et après, bien sûr, avoir l'expérience sexuelle en pleine conscience. Voilà, il y a plusieurs façons de vivre l'expérience de la pleine conscience. D'ailleurs, tu nous mets dans ton livre un petit programme qui nous permet d'apprendre à méditer en marchant. Oui, tout à fait. Tu nous donnes vraiment étape par étape, c'est vraiment très clair, très précis, et c'est à la fois simple et très pratique à mettre en œuvre. Et tu nous donnes aussi tout un tas d'autres exemples pour d'autres situations. Tu peux peut-être nous en parler un peu de ces différents... J'essaye, en fait, c'est comme j'ai essayé de faire un livre qui représente un petit peu comment je fonctionne dans mes consultations, en fait, c'est-à-dire par petites étapes. Donc j'encourage toujours d'abord à découvrir la méditation de pleine conscience dans des petites expériences d'abord de focus attentionnel tout simple pour découvrir la pleine conscience, donc de se poser d'une manière formelle et de découvrir à travers la respiration, à travers des focus attentionnels des pensées, des sons, des bruits, etc. Et petit à petit, on va aller la découvrir à travers notre corps, dans le quotidien. Dans le quotidien, donc des activités qu'on a plutôt tendance à faire en pilotage automatique, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'expérience, le corps est dans l'expérience d'une action, mais notre tête, notre cerveau, il est ailleurs. Et ça nous arrive tout le temps, surtout dans nos sociétés où on vit à 1000 à l'heure et on doit être productif, etc. On est en train de manger, mais en même temps, on a 10 000 pensées à la seconde et on n'est pas dans l'instant présent. Donc, ce que je vais encourager dans un second temps, après les premières expériences formelles, c'est de vivre, d'essayer de découvrir la pleine présence à travers des activités du quotidien. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, d'introduire la pleine conscience dans des habitudes. Voilà, pour aller l'introduire tout délicatement en fait. Donc en mangeant, en se lavant, en mettant de la crème, des petites choses du quotidien. Puis petit à petit, la prochaine étape, ça va être d'introduire la pleine conscience dans des activités qu'on adore. Des activités, des hobbies, jardiner, je sais pas, faire du sport, dessiner. Donc voilà, c'est l'autre étape. Et puis après, on va aller petit à petit découvrir la pleine conscience dans la sexualité. Je pense que c'est pas forcément une très bonne idée d'aller focus direct sur la sexualité quand on rencontre des difficultés. Il vaut mieux y aller par petites étapes et après arriver à l'introduire petit à petit dans sa sexualité ou dans des pratiques solo, autour du corps, de l'érotisme, etc., que d'aller tout de suite dans le domaine dans lequel on rencontre des difficultés. Mais il n'y a pas que les personnes qui ont des difficultés qui peuvent introduire aussi la pleine conscience dans leur quotidien ou dans la sexualité. C'est aussi une porte ouverte à des personnes qui aussi vivent une sexualité qui ressemble comme déjà épanouie. Et bien, en fait, c'est un plus en fait, pour être vraiment en pleine présence et encore plus développer son érotisme, sa sensualité. Après, il y a des personnes qui, parfois ou souvent, vivent déjà leur sexualité en pleine conscience, on s'en rend compte aussi. D'ailleurs, là je suis à la page 123, je vais monter de l'autre côté, où tu parles d'une expérience. Donc c'est vraiment super bien fait, en plus on a un petit logo qui nous permet toujours de repérer les petits exercices que tu proposes, les expériences d'ailleurs, tu les appelais comme ça. Et là, par exemple, c'est caresser ses seins en pleine conscience. C'est à peu près 10-15 minutes. C'est quelque chose qu'il faut toujours faire seul ou on peut le faire avec son ou sa partenaire? Alors, les deux, mais je trouve que c'est intéressant de vivre l'expérience aussi seule. C'est extrêmement rare une femme qui va à la rencontre de sa poitrine, en fait. Je pense. Donc, et c'est pas forcément avec une intention érotique et sexuelle dans un premier temps, ça peut être juste découvrir sa poitrine d'un point de vue sensoriel en fait et d'aller faire connaissance avec elle. Il y a énormément de femmes, je sais pas si toi c'est le cas, mais que je rencontre moi qui sont pas du tout à l'aise avec leur poitrine, qui ont beaucoup de complexes avec leur corps et du coup c'est un moyen d'aller à la rencontre de son corps et d'apprendre petit à petit à l'érotiser soi-même pour après aller à la rencontre avec l'autre aussi. Oui. Et d'ailleurs, tu en parles très bien dans ton livre
Et pour moi, ça m'a vraiment fait écho à ce qui se passe au niveau de la patientèle que nous recevons en consultation. C'est cette notion de méconnaissance du schéma corporel et notamment des parties génitales. Moi, je vois des femmes qui ont déjà eu plusieurs grossesses et qui ne savent toujours pas où se trouve vraiment l'utérus par rapport aux ovaires, par rapport au vagin. Alors ça, c'est la partie interne. Le clitoris, c'est pas très clair non plus, ou elles pensent juste que c'est juste le petit bouton extérieur, comme elles disent. Voilà, les grandes lèvres, les petites lèvres, et tu proposes effectivement une méditation qui permet en pleine conscience de prendre conscience des différentes parties, des différentes zones, et j'ai vraiment trouvé ça très audacieux et surtout très indispensable. Effectivement, tu as raison. C'est pas que les femmes, hein, les hommes aussi. En fait, c'est comme si nos zones génitales avaient été une zone coupée du reste de notre corps. Comme si on pouvait accueillir notre nez, nos bras, nos jambes, etc. d'une manière complètement anodine. Mais cette zone-là, c'est un grand continent inconnu. Et du coup, j'encourage en fait, dans un premier temps, à aller découvrir cette zone du corps comme une autre zone du corps, avec la même importance que les autres zones du corps. Et après, petit à petit, justement, à travers toutes les différentes parties de cette zone, aller la découvrir avec subtilité et avec pleine présence. Et grâce à cette conscience de ces zones, aller pouvoir l'érotiser, en fait. Oui. Et notamment, la notion d'encourager à érotiser ce périnée aussi, qui est une zone extrêmement importante dans la sexualité. Tout à fait. Effectivement, on ne peut pas venir ressentir des zones qui n'existent pas, hein, puisque si on n'en a pas conscience, c'est comme si elles n'existaient pas. C'est compliqué d'avoir une relation sexuelle corporelle si on n'a pas de corps. Et effectivement, tu touches encore un autre point que tu as très très bien abordé aussi dans ton bouquin, c'est la notion d'érotisation. Parce que, d'ailleurs, qu'est-ce que tu entends toi par érotisation ? Alors, qu'est-ce que j'entends ? C'est que, on peut avoir un contact avec son corps, avec sa vulve, avec son pénis, mais avoir peut-être un contact un peu trop mécanique et archaïque en fait. Donc, plus d'être avec l'organe comme fonction. Et l'érotiser, c'est y mettre de la présence, y mettre de la sensorialité et donc développer la sensorialité de ces zones en fait. Et donc, qui dit sensorialité dit la capacité à intégrer la notion de plaisir en fait. Et que ça ne soit pas qu'une zone avec une fonction, j'ai une érection, j'ai une vulve qui s'ouvre à l'autre ou qui se lubrifie. C'est une zone qui n'a pas qu'une fonction d'échange, mais une fonction d'être dans l'expérience de sensorialité et donc de sensualité. Et donc, finalement, prendre conscience de notre capacité, pouvoir érotiser ou pas, parce que, regarde, quand une femme va, par exemple, chez le gynécologue, comme je leur dis, quand on vous ausculte, vous n'avez pas un orgasme. Donc, ça prouve bien qu'à ce moment-là, la fonction que vous donnez ou la conscience que vous avez de cette zone de votre intimité n'est pas la même, ou en tout cas ne devrait pas être la même que celle que vous projetez ou que vous pourriez ressentir quand vous êtes dans une relation ou avec un potentiel de relationnel sexuel. Donc, c'est vraiment ça. Je trouve que c'était vraiment hyper important que tu abordes cette notion d'érotisation parce que, effectivement, savoir qu'on a un vagin, qu'on a des seins, qu'on a des zones érogènes, vraiment, on ne sait pas toujours ce que c'est. Et parfois, on se souvient ou on a peut-être découvert certaines zones érogènes mais qu'on n'a pas forcément été projeté dans cette partie qu'on connaît peut-être moins, qu'on a moins pris le temps de découvrir, peut-être parce qu'on ne la voit pas, parce qu'on ne l'a jamais touchée, parce qu'on l'associe à d'autres fonctionnalités, alors que finalement le vagin doit effectivement être érotisé si il doit à un moment donné nous servir à être source de plaisir. Tout à fait, et je pense que l'étape de l'érotisation du corps, ne peut se faire que si
l'on connaît son anatomie en fait. C'est difficile, je pense, de érotiser quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc l'expérience de la gynéco, c'est une très bonne exemple. Et moi, ce que je propose aussi dans mon livre au niveau de la gynéco, c'est, moi-même je l'ai fait personnellement, ça c'est excellent. Demandez à votre gynéco qu'il vous prenne une photo de voir. Ça épatant. Oui, bah oui. Vous voyez votre vagin en fait, demandez une photo que vous puissiez voir à quoi ça ressemble vraiment. Carrément. Et puis pour les plus audacieuses, comme je dis, vous pouvez aussi vous acheter le spéculum et puis voilà, pouvoir explorer vous-même comme un spéléologue. Voilà, tout simplement. C'est difficile d'avoir d'avoir une idée, de ressentir vraiment les choses si on ne connaît pas vraiment comment ça se passe, etc. On retrouve aussi, par exemple, chez les femmes qui souffrent de vaginisme. Moi, par exemple, quand je leur fais dessiner leur vagin et dessiner à côté, ou carrément en pénétration, donc qu'elles me dessinent un pénis, finalement elles se rendent compte que l'espace qu'elles dessinent, qui représente leur vagin, et la grosseur du pénis qu'elles dessinent, eh bien, elles disent en fait ça ne peut pas rentrer. Donc ne serait-ce que là, dans l'imaginaire qu'elles essaient de projeter sur un dessin, ça ne matche pas. Et donc effectivement, si elles ont une conscience de leur corps qui est pas du tout finalement réaliste, ben, elles peuvent aussi effectivement garder en mémoire que c'est pas possible d'être pénétré. Exactement, oui, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que l'exemple du vaginisme, il est très flagrant en consultation. Donc voilà, moi je pense que à même titre que notre bouche, que notre nez, que notre bras, que nos mains, notre sexe, que ce soit les hommes et les femmes, ont le même besoin d'attention en fait d'un point de vue anatomique, de connaître en fait cette zone et de voir comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble en fait. Tout à fait. Est-ce que si tu avais un message pour clôturer cette interview à passer à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à toutes ces personnes qui vont pouvoir écouter et lire ton livre, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quel est le message que tu voudrais leur faire passer? Comme je le dis dans mon livre, je vous encourage toutes et tous à être la capitaine et le capitaine de votre sexualité. C'est de vivre votre sexualité dans la sensorialité. C'est de vivre l'expérience érotique et sexuelle à travers vos sens, être ancré dans votre corps et pouvoir développer votre sensualité. Faites-vous confiance, allez puiser dans vos ressources internes. Vous avez tout en vous et faites-vous confiance. Et puis j'ai envie de vous dire aussi que les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre sexualité ne sont en rien votre identité en tant qu'individu, en tant que femme ou en tant qu'homme. Vous êtes d'abord un être vivant, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avez vos besoins, vos qualités, vos aspirations, vos désirs, etc. Et les difficultés que vous rencontrez dans votre sexualité, eh bien, c'est pas votre identité en tant qu'être. Et puis, aussi dire qu'au cours de notre vie, on peut tous à un moment donné rencontrer des difficultés dans sa sexualité parce que nous sommes des êtres multidimensionnels et que la sexualité, c'est multidimensionnel, qu'elle touche tous les aspects de l'existence et donc du coup, à travers notre vie, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, on peut tous rencontrer des difficultés au travail, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes de conflits familiaux et plein de choses en fait qui peuvent impacter notre sexualité. Même le Covid, on a vu, a impacté les individus parce qu'on était dans cette peur de la mort et donc il n'y avait plus d'espace pour pouvoir laisser s'exprimer notre libido, notre pulsion de vie, notre pulsion sexuelle. Donc il y a des solutions à tout et voilà, de vivre avec gourmandise. Waouh, ça c'est joliment dit. Écoute, merci beaucoup Virginie. Merci à toi Sandra, merci à toi de m'avoir offert du temps. Merci à toi pour cette rencontre. Merci. Que je souhaite se renouveler, parce que ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses venir parler à un maximum de personnes, à des sexologues. Je crois que tu as vraiment beaucoup à nous apprendre. Et merci pour ce beau cadeau que tu fais à nous toutes femmes et à tous ceux et celles qui s'interrogent et qui recherchent des axes de découverte.
qui vont leur permettre d'étoffer leur épanouissement dans le respect de leur intégrité. Donc merci beaucoup. Donc c'était le livre de Virginie Badelski, psychosexologue, Vivre une sexualité épanouie grâce à la méditation de pleine conscience. Magnifique livre qu'on peut trouver. Merci Sandra, merci pour tes mots, merci pour ta bienveillance. Ok, librairie? Alors c'est en vente partout en fait, sur tous les points de vente en ligne, Amazon, la Fnac, etc. Toutes les librairies en ligne. Et puis il y a je crois 300 points de vente en France et en Belgique, au Canada, en Suisse, voilà. Et si on a besoin de toi, on fait comment? Eh bien on me trouve sur Google. Sur Google, voilà. D'accord. Et on peut m'appeler. Et on peut t'appeler. Tout à fait. On fait comme ça. Merci beaucoup Virginie.